Entre 1847 y 1852, tres prominentes familias de plantadores del valle del río Tennessee, en el norte de Alabama, sufrieron una ruina total a través de circunstancias tan perturbadoras que los periódicos locales se negaron a publicar los relatos completos. 23 personas murieron en esas propiedades, algunas por fiebre, otras en accidentes que desafiaban toda explicación, y varias en condiciones que el forense del condado describió únicamente como cesación antinatural de las funciones vitales. El hilo común que unía estas tragedias permaneció oculto en libros contables, cartas y testimonios que los jueces ordenaron sellar durante más de un siglo. En el centro de cada catástrofe estaba una mujer cuyo nombre aparecía en los documentos de propiedad, inventarios domésticos y, finalmente, en los procesos penales. Sin embargo, su verdadera historia fue deliberadamente oscurecida por familias desesperadas, por proteger su reputación y por un sistema legal reacio a enfrentar lo que su existencia revelaba sobre los cimientos de la sociedad sureña. Antes de continuar con la historia de Rachel, una mujer cuya inteligencia y determinación expusieron las más oscuras contradicciones del Alabama anterior a la Guerra Civil, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Liturgy of Fear y activa la campanita para no perderte estos capítulos ocultos de la historia estadounidense. Y por favor, deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde nuestra audiencia se conecta con estas historias olvidadas. Ahora descubramos lo que realmente ocurrió en aquellas casas de plantación junto al río. Lo que comenzó como una simple transacción de herencia en la primavera de 1847 desencadenaría una serie de acontecimientos que tres familias intentarían desesperadamente detener, incluso cuando se veían impotentes ante las fuerzas que ellas mismas habían creado. El condado de Limestone, en el norte de Alabama, prosperaba durante la década de 1840 gracias al cultivo del algodón, con el río Tennessee proporcionando un transporte conveniente hacia los mercados de Nueva Orleans. Tres familias dominaban el panorama social de los distritos orientales del condado. La familia Rutledge poseía Fairmont, una plantación de 2.400 acres trabajada por 87 esclavizados. Samuel Rutledge había llegado desde Carolina del Sur en 1838, con dinero familiar y conexiones en la legislatura estatal. Su esposa, Catherine, provenía de Virginia, con pretensiones de aristocracia. Su hogar incluía 3 hijos, 2 varones en la universidad y una hija, Lydia, de 19 años, que comenzaba a atraer la atención de los hijos de otros plantadores vecinos. A unos 8 kilómetros, río arriba, James Halfhill mantenía Riverside, una propiedad algo más pequeña pero más moderna. Tenía 43 años, servía como magistrado del condado y albergaba ambiciones políticas que requerían una gestión cuidadosa de su reputación. Su esposa, Margaret, era 10 años más joven y tenían 4 hijos. La tercera familia, los Crenshaw, en Oak Ridge, operaba con menos pretensiones, pero con mayor eficiencia. Daniel Crenshaw, viudo de 51 años, administraba sus 1.800 acres con una meticulosa atención a los márgenes de beneficio. Sus 3 hijos ya eran adultos, y su casa se enfocaba completamente en la producción agrícola. En abril de 1847, Samuel Rutledge viajó a Mobile y se detuvo en una venta de bienes de una herencia. Entre los artículos subastados había 37 personas esclavizadas. Una de ellas llamó su atención. Una mujer listada como Rachel, de aproximadamente 24 años, descrita como entrenada para el servicio doméstico, alfabetizada, hábil en costura y música, y fluida en francés e inglés. La lista indicaba que su venta se realizaba por decreto especial e incluía una cláusula inusual que exigía que el comprador la trasladara al menos a 160 kilómetros de Mobile. El precio era sorprendentemente bajo, $400, cuando los sirvientes domésticos capacitados solían costar más de 1.200. El interés de Rutledge era práctico.
su esposa necesitaba a alguien capaz de instruir a su hija en los refinamientos sociales. Una sirvienta educada y francófona sería ideal y, además, un símbolo de estatus. El bajo precio y la exigencia de distancia sugerían complicaciones, pero el agente de la subasta le aseguró que se trataba de una mera formalidad legal. Rutledge compró a Rachel y organizó su traslado al condado de Limestone. Cuando llegó a Fairmont 3 semanas después, Catherine quedó satisfecha. Rachel era alta, de piel morena clara, y se movía con una compostura poco común. Hablaba con respeto apropiado y demostraba competencia inmediata. Catherine la asignó a trabajar con Lydia, enseñándole conversación en francés y refinamiento en bordado. Durante 6 semanas, todo transcurrió sin incidentes. Rachel resultó ser exactamente como se había anunciado: silenciosa, eficiente y hábil en la gestión de las dinámicas domésticas. Pero hacia junio comenzaron a notarse cambios. Lydia Rutledge pasaba demasiado tiempo con Rachel, a menudo susurrando y callando cuando alguien se acercaba. El ambiente en la casa se volvió tenso. Las conversaciones se volvieron forzadas. Los sirvientes parecían inquietos. Nadie sabía que Rachel había comenzado a hacer preguntas cuidadosas sobre los precios del algodón, sobre qué plantadores pagaban sus deudas puntualmente, qué familias tenían hijas casaderas o qué hijos eran dados al juego o la bebida. Cada pregunta, por sí sola, parecía inocente, pero Rachel estaba construyendo un mapa detallado de las relaciones de poder en el condado de Limestone. Observó que Samuel guardaba un libro de deudas de juego en su estudio, que había comenzado a endeudarse con préstamos garantizados por futuras cosechas en condiciones desfavorables. Reconoció que la refinada actitud de Catherine ocultaba ansiedad financiera y, sobre todo, vio que la joven Lydia tenía una naturaleza romántica y una visión ingenua del mundo, vulnerabilidades que podían ser cultivadas. Para julio, Rachel se había vuelto indispensable. Catherine dependía de ella para los asuntos sociales. Samuel apreciaba su eficiencia organizativa y Lydia la consideraba una confidente. Los otros sirvientes habían aceptado su presencia. El 14 de julio de 1847, Samuel estaba en su estudio revisando sus cuentas, que mostraban una situación financiera deteriorándose más rápido de lo que había admitido. Rachel entró con café, y al retirarse, se detuvo. «Señor, si me permite, escuché que mencionó a la familia Halfhill en la cena. Serví en una casa en Mobile que tenía tratos con el hermano del señor Halfhill. Hay asuntos sobre las finanzas de esa familia que podría serle útil conocer». Samuel levantó la vista con interés y le indicó que se sentara. Rachel comenzó a hablar sobre los negocios de los Halfhill, con detalles específicos sobre especulaciones fallidas, deudas ocultas y asociaciones con hombres de dudosa reputación. Hablaba sin emoción, como si recitara un inventario. Samuel debería haberse preguntado cómo una sirvienta doméstica poseía semejante información. No lo hizo. La información era demasiado valiosa y su desesperación demasiado grande. Durante la siguiente hora, sus respuestas fueron precisas y comprobables. Cuando ella se marchó, Samuel ya había decidido usar esa información para presionar a Halfhill a entrar en un acuerdo comercial que resolviera su crisis financiera. Lo que no comprendía era que acababa de volverse dependiente de una mujer que había pasado 8 años destruyendo metódicamente a las 3 familias que la habían poseído antes de los Rutledge, y que había sido vendida con la cláusula de distancia, porque las autoridades de Mobile finalmente habían reconocido el patrón, aunque sin base legal para hacer más que forzar su alejamiento. Aquella noche, una tormenta partió en dos el gran roble frente a la casa principal. El 14 de julio de 1847 marcó el inicio de una cadena de tragedias que eventualmente requerirían la intervención de la legislatura estatal y establecerían precedentes legales sobre el enjuiciamiento de personas esclavizadas por crímenes que la ley apenas podía conceptualizar. Samuel Rutledge
inició su plan con la confianza nacida de la desesperación. El 22 de julio visitó a Halfhill con el pretexto de discutir inversiones en maquinaria. Tras los saludos formales, mencionó rumores inquietantes sobre las especulaciones de tierras que Halfhill había hecho en 1845, incluyendo detalles que dejaban claro que su conocimiento era preciso. Las manos de Halfhill se tensaron sobre el brazo de la silla. La información era cierta y se refería a asuntos que él había asegurado a todos que habían concluido sin pérdidas. Si esos rumores se extendían, su posición como magistrado sería insostenible. Rutledge propuso una sociedad algodonera con términos mutuamente protectores de nuestros intereses y reputaciones. Era extorsión disfrazada de comercio. Halfhill lo comprendió de inmediato. Tras 30 minutos de conversación cortés, llegaron a un acuerdo. Halfhill invertiría $3,000 para resolver la crisis de deuda de Rutledge, y éste apoyaría sus aspiraciones políticas. Samuel se marchó convencido de haber asegurado el futuro de su familia. No se preguntó cómo Rachel había obtenido la información. Ella recibió la noticia con calma satisfecha, sin mencionar que su inteligencia provenía de fuentes completamente distintas. Meses de escuchar cuidadosamente a los esclavizados que se movían entre plantaciones, llevando noticias que las familias blancas jamás imaginaban que trascendían sus muros. Los demás sirvientes notaron el ascenso de Rachel. La cocinera, Bess, observaba con inquietud. «Esa mujer no es normal», dijo a los otros. «Ya vi algo así en Mobile. Mi prima trabajó para una familia francesa allá. Me contó de una mujer como ella. 3 familias se deshicieron. Murió gente, y nadie pudo probar nada». Los demás desestimaron las advertencias de Bess. Rachel no había hecho nada malo. Simplemente había ganado la confianza del amo. Lo que no sabían era que Rachel ya había comenzado la segunda fase de su plan, centrada en la joven Lydia Rutledge. Durante agosto, continuó sus lecciones, pero empezó a introducir temas nuevos. Hablaba de las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad sureña, de las injusticias de un sistema que trataba tanto a las personas esclavizadas como a las mujeres de clase alta como propiedad manejada por los hombres. Describía los paralelismos entre un esclavo que podía ser vendido y una hija que podía ser casada para saldar deudas. Lydia nunca había escuchado tales ideas. Las palabras de Rachel expresaban sentimientos que ella había sentido, pero nunca se había atrevido a nombrar. El resentimiento por no tener control sobre su propio destino, la frustración de ser valorada solo por su capacidad para casarse. «Tu padre está negociando tu futuro como si fuera una transacción comercial», le dijo Rachel una tarde. «Ha decidido que te casarás con el hijo de los Crenshaw para asegurar una sociedad. ¿Te ha consultado?» «¿Cómo sabes eso?», susurró Lydia. «He visto las cartas en el estudio de tu padre. El muchacho Crenshaw bebe demasiado y tiene deudas de juego, pero tu padre necesita su capital, así que tus preferencias no importan». No era del todo cierto. No existía ningún acuerdo formal, pero Rachel presentaba la especulación como hecho, sabiendo que Lydia no podía distinguir entre ambos. «No amo a Thomas Crenshaw», dijo Lydia. «El amor no cuenta en estos arreglos», respondió Rachel. «Vous êtes de l'inventaire, mademoiselle Lydia. Un inventaire précieux, certes, mais un inventaire tout de même. À cet égard, nous ne sommes pas si différentes, vous et moi». Au fil des semaines suivantes, Rachel renforça chez Lydia un sentiment d'injustice, tout en lui offrant une oreille pleine de compréhension. Elle l'encouragea à tenir un journal, lui suggéra qu'elle possédait des droits dépassant l'autorité paternelle et lui décrivit des femmes libres, choisissant leur propre destinée. Ce que Rachel faisait, en réalité, c'était créer une justification idéologique à la rébellion, préparant le terrain pour des actions qui allaient déstabiliser la famille Rutledge. En septembre, l'accord de Samuel avec Halfhill commença à montrer des signes de faiblesse. Le système de financement nécessitait plus de capitaux que prévu, et la rancune de Halfhill
le rendait peu coopératif. Rachel s'approcha alors de Samuel avec de nouvelles informations. Avihl parlait en privé des dettes de jeu de Samuel et de ses pratiques douteuses. « Il veut vous ruiner, monsieur », dit Rachel avec inquiétude. « Il cherche à nuire à votre réputation afin de se retirer sans paraître déshonoré. » La colère de Samuel fut immédiate. Il affronta Avihl publiquement lors d'une réunion de la Société agricole. La confrontation fit scandale. 2 citoyens influents engagés dans une guerre ouverte. Rachel avait atteint exactement ce qu'elle souhaitait, un conflit qui consumerait les 2 familles. Pendant ce temps, elle poursuivait son travail avec Lydia. Le 18 septembre 1847, Lydia disparut de Fermont. Elle laissa une lettre expliquant son refus des projets de son père et son désir de choisir sa propre vie. Catherine reconnut immédiatement dans le texte des expressions étrangères au style de sa fille, des phrases sur les droits naturels et l'autonomie féminine. La plantation sombra dans le chaos. Samuel organisa des recherches. Catherine s'effondra, victime d'épuisement nerveux. Tous les esclaves furent interrogés, certains battus. Rachel manifesta le choc et la douleur appropriés, jurant n'avoir aucune connaissance des intentions de Lydia. Elle semblait sincèrement bouleversée, pleurant de façon convaincante. Les recherches durèrent 3 semaines. Des annonces parurent dans les journaux, des récompenses furent offertes. Avihl diffusa des rumeurs selon lesquelles la mauvaise gestion du foyer Rutledge avait permis à sa fille d'être corrompue par des idées dangereuses. Mais la vérité était bien plus sombre. Lydia n'était pas partie de son plein gré. Rachel l'avait préparée psychologiquement pendant des mois, puis avait organisé son départ à travers un réseau clandestin de noirs libres et d'esclaves en fuite. Lydia croyait affirmer son indépendance. En réalité, elle avait été manipulée pour accomplir un acte qui détruirait le statut de sa famille tout en servant les desseins de Rachel, semer le chaos et aveugler les Rutledge face à des événements plus larges. Pendant que tous la cherchaient désespérément, Rachel préparait déjà sa prochaine cible. Elle avait rencontré Daniel Crenshaw lors d'un événement mondain en août et l'avait impressionné par son intelligence et son assurance. Crenshaw, dont le foyer manquait de présence féminine, se sentit attiré par l'idée d'acquérir une servante aussi compétente que Rachel. Fin septembre, il approcha Samuel avec une offre d'achat. Samuel, désespéré de trouver des fonds pour financer les recherches et de plus en plus paranoïaque, accepta la vente. Rachel fut transférée à Oak Ridge pour $900, plus du double de ce que Samuel avait payé, représentant un profit considérable à un moment où il manquait cruellement d'argent. Elle quitta Fermont le 3 octobre 1847, laissant derrière elle une famille en ruine. Lydia disparut, les affaires de Samuel s'effondrant, la santé de Catherine brisée et la réputation du foyer détruite. Bess, debout à la porte de la cuisine, fit le signe de croix et murmura « Seigneur, ayez pitié de la famille Crenshaw. Cette femme porte la destruction comme une peste. » Elle n'avait pas tort. Rachel avait déjà commencé son œuvre à Oak Ridge, et Daniel Crenshaw, fier de son bon sens et persuadé d'être à l'abri de toute manipulation féminine, ignorait qu'il venait d'acheter l'instrument de sa propre chute. Les pluies d'octobre arrivèrent tantôt cette année-là, isolant les plantations les unes des autres. Dans cet isolement, Rachel s'installa dans sa nouvelle demeure et commença à observer la famille de Crenshaw avec la même attention clinique qu'elle avait portée au Rutledge. Elle avait détruit une famille. Il en restait 2, et la phase la plus dévastatrice n'avait pas encore commencé. La plantation d'Oak Ridge, dirigée par Daniel Crenshaw, fonctionnait avec une efficacité austère. Depuis la mort de son épouse en 1842, il avait éliminé toute prétention sociale pour se concentrer sur la production agricole et le profit. Ses 3 enfants, Margaret, 23 ans, William, 21 ans, et Samuel, 19 ans, avaient été élevés dans le culte de la compétence pratique et de la raison économique. Rachel comprit immédiatement qu'Oak Ridge représentait un défi différent. Daniel n'était pas facilement manipulable par le raffinement ou le charme. Il valorisait la compétence concrète. Ses enfants, en particulier Margaret, étaient mieux éduqués
et plus observateur que Lydia Rutledge. Rachel s'adapta. Elle devint indispensable, non par ostentation, mais par une efficacité silencieuse. Elle géra les comptes avec une précision méticuleuse, identifia des réductions de dépenses, démontra une compréhension aiguë de l'économie agricole. En quelques semaines, Daniel se mit à la consulter sur des sujets dépassant la gestion domestique, rotation des cultures, marché du coton, achat d'équipements. Cela troubla Margaret, qui dirigeait le foyer depuis la mort de sa mère, et supportait mal d'être éclipsée par une nouvelle servante. Elle partageait avec son père l'intelligence et la rigueur, mais possédait aussi une qualité rare, la méfiance. « Père, ne trouvez-vous pas étrange, dit-elle un soir de novembre, que cette femme possède une éducation bien supérieure à ce qu'on attendrait d'une personne vendue, à si bas prix? Le désastre des Rutledge a commencé peu après son arrivée. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, ou peut-être pas. » Daniel balaya les inquiétudes de sa fille. Le désastre des Rutledge vient des mauvaises affaires de Samuel, pas d'une servante. Rachel n'a été qu'un atout. Je ne céderai pas à des hystéries des féminines. Margaret se tut, mais commença à observer Rachel attentivement. Elle remarqua des détails, la manière dont ses yeux suivaient les conversations, les questions subtiles qu'elle posait aux ouvriers, l'attention minutieuse qu'elle portait à la correspondance et aux visiteurs. Rien de tangible, mais une certitude grandissante. Rachel étudiait la famille pour des raisons dépassant la simple intendance. Ce que Margaret ignorait, c'est que la stratégie de Rachel exigeait ici plus de patience et des méthodes différentes. Daniel ne pouvait être manipulé par ses insécurités sociales, car il n'en avait pas. Ses enfants ne pouvaient être atteints par la vulnérabilité émotionnelle, car ils avaient tous été élevés dans la raison. Rachel devait trouver des failles réelles, pas les créer. Elle les découvrit début décembre dans les registres financiers de la plantation. Daniel empruntait régulièrement de petites sommes, non pas énormes, mais révélant une pression constante malgré des profits apparents. Il payait des intérêts à un taux qui deviendrait intenable en 2 ans. Rachel reconnut le schéma. Crenshaw investissait dans quelque chose au-delà des opérations de coton, un projet coûteux nécessitant des emprunts dissimulés. Avec sa patience coutumière, elle enquêta. Fin décembre, elle avait la réponse. Crenshaw tentait d'acheter des terres peaux basses, supplémentaires, qui doubleraient presque la taille d'Oak Ridge, mais il n'avait pas le capital nécessaire. Il pariait sur la stabilité des prix du coton pour rembourser ses dettes avant qu'elle ne l'étrangle. C'était une information précieuse, mais Rachel n'agissait jamais sans plan. Elle avait besoin de plus que la connaissance de la situation financière de Daniel. Elle avait besoin d'un levier. Ce levier apparut en janvier 1848, sous la forme de James Haville. L'effondrement des affaires de Rutledge avait laissé Haville exposé à ses créanciers. Le partenariat forcé avait échoué et Haville avait besoin de nouveaux fonds. Sachant que Daniel Crenshaw était le planteur le plus stable du comté, il lui proposa un partenariat financier. Rachel était présente lors de la visite, servant des rafraîchissements, feignant l'indifférence, mais elle écoutait attentivement. Ce qu'elle entendit lui donna exactement ce dont elle avait besoin. Haville, désespéré, offrait des conditions exceptionnellement avantageuses, et Crenshaw envisageait d'accepter. Cela lui permettrait d'obtenir des liquidités sans révéler son surendettement. Après le départ de Haville, Rachel trouva l'occasion de parler seule à Daniel. « Monsieur, je ne me permettrai pas d'intervenir, » dit-elle doucement. « Mais lorsque je servais à Fermont, j'ai appris que M. Haville avait détruit M. Rutledge par manipulation et fraude. Leur association fut un piège qui ruina toute la famille. C'était le parfait contraire de ce qu'elle avait dit à Samuel 6 mois plus tôt. Mais la contradiction importait peu. Les 2 hommes se haïssaient d'homme trop pour comparer leurs versions. Daniel écouta avec intérêt. Dans les jours suivants, Rachel continua d'alimenter ses soupçons par des remarques habilement distillées. Jamais trop insistantes, mais toujours calculées. Finalement, Daniel refusa la proposition de Haville. Celui-ci, furieux, quitta la plantation, convaincu que quelqu'un avait monté Crenshaw contre lui. Ses soupçons se portèrent naturellement sur la famille Rutledge.
Rachel avait désormais créé une hostilité triangulaire entre les familles les plus influentes du comté. Mais ce n'était encore qu'une étape. La destruction finale qu'elle préparait nécessitait un élément supplémentaire, l'exploitation d'un secret que personne ne connaissait. Ce secret concernait William Crenshaw et une relation qu'il dissimulait depuis plus d'1 an. William s'était épris d'Anna Pritchard, la fille d'un petit commerçant d'Athens, très en dessous du rang social que Daniel attendait pour son fils. William projetait de se marier en secret, puis de présenter le mariage comme un fait accompli. Rachel apprit l'affaire grâce à son réseau d'esclaves, circulant entre la ville et la campagne. À la mi-février, elle connaissait tout, les lieux de rencontre, le contenu des lettres, la date prévue du mariage en mars. Le 19 février, elle orchestra la découverte du secret de la manière la plus destructrice possible. Elle s'assura qu'une lettre d'Anna à William fut remise alors que Daniel était présent, mais son fils absent. Elle arrangea tout pour que la découverte paraisse accidentelle. La colère de Daniel fut immédiate et totale. Le soir même, lorsque William rentra, il fit face à la fureur de son père. La dispute fut terrible. Daniel exigea que William mette fin à la relation. William révéla qu'il avait déjà épousé Anna 2 semaines plus tôt. La jeune fille était enceinte. Le mariage était un fait légal. Daniel réagit en déshéritant son fils et en lui ordonnant de partir immédiatement. William quitta la maison cette nuit-là, expulsé de sa famille et dépouillé de l'héritage auquel il s'attendait. Margaret et Samuel tentèrent d'intervenir, mais leur père resta inflexible. Rachel observa ces événements avec satisfaction. La famille de Crenshaw était désormais fracturée. La réputation de Daniel, fondée sur sa sagesse pratique, était entachée. L'unité familiale, sa plus grande force, avait été brisée. Mais Rachel n'en avait pas fini. La destruction de la famille Crenshaw nécessitait une pression extérieure, exploitant les fissures qu'elle avait créées. Cette pression arriva en mars 1848. Un homme nommé Josiah Fletcher se présenta, prétendant représenter des créanciers de la Nouvelle-Orléans et détenant des billets relatifs aux emprunts dissimulés de Crenshaw. Fletcher exigea un paiement immédiat de $8 000, dépassant les liquidités disponibles et obligeant Daniel à vendre des terres ou à révéler à ses enfants qu'il avait hypothéqué leur héritage. L'arrivée de Fletcher n'était pas une coïncidence. Rachel l'avait organisé grâce à son réseau, fournissant des informations sur les dettes de Crenshaw à ceux qui pouvaient les exploiter. Fletcher était bien ce qu'il prétendait être, un représentant légitime de créanciers. Mais le moment et la brutalité de sa démarche avaient été calculés pour exercer une pression maximale sur une famille déjà déstabilisée. Daniel, confronté à la ruine financière et à l'effondrement familial simultanément, prit une décision catastrophique. Il réglera la dette en vendant une grande partie de ses esclaves, 20 personnes, y compris des familles travaillant à Oak Ridge depuis plus d'1 décennie. La vente eut lieu le 28 mars 48, conduite rapidement, sans souci de maintenir les familles unies. La communauté réduite en esclavage assista impuissante à la séparation des parents et des enfants. Rachel observait sans émotion apparente. Elle avait provoqué cela délibérément, pleinement consciente du coût humain. 20e vie détruite pour servir son dessein. L'anéantissement complet de la position des Crenshaw. Margaret assista à la vente et, pour la première fois, vit le masque de Rachel vaciller un instant, non pas par émotion, mais par calcul. Margaret comprit que Rachel avait tout orchestré. L'expulsion de son frère, la crise financière de son père, la vente brutale. Ce soir-là, Margaret affronta Rachel directement. « C'est toi. Les ennuis de mon père, la chute de William, tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. » Rachel la regarda sans ciller. « Mademoiselle Margaret, je suis un bien. Je n'ai aucun pouvoir pour arranger quoi que ce soit. Les malheurs de votre famille viennent des décisions de votre père et des tromperies de votre frère. »« Tu es une menteuse et une manipulatrice, » répliqua Margaret. « Je prouverai ce que tu as fait, et quand ce sera fait, tu seras pendue pour cela. » Rachel esquissa un sourire. « Pour prouver cela, mademoiselle Margaret, il vous faudrait reconnaître qu'une femme esclave
a déjoué 3 grandes familles de planteurs. Il vous faudrait admettre que votre père a été manipulé par sa propriété. Il vous faudrait révéler à tout le comté que vous avez été détruite par une femme que vous dites sans pouvoir. Croyez-vous vraiment que votre orgueil le permettrait? Margaret ne répondit rien, car Rachel avait raison. Dénoncer Rachel impliquerait une humiliation pire que la destruction elle-même. Margaret partit, sachant la vérité, mais impuissante à agir. Rachel resta à Oak Ridge, sa position plus sûre que jamais, car Daniel, désespéré de conserver une illusion de contrôle, dépendait désormais de sa compétence, même si elle œuvrait à sa perte. En avril 1848, le schéma devint visible. 3 familles avaient désormais subi des revers catastrophiques en quelques 2 mois. Toutes avaient zombie des liens d'affaires qui s'étaient empoisonnés. Et toutes avaient, à un moment donné, employé une femme nommée Rachel, dont la présence coïncidait toujours avec leur malheur. Mais la visibilité ne signifiait pas preuve, et la preuve n'impliquait pas justice. Le système juridique de l'Alabama ne prévoyait aucun cadre pour poursuivre une esclave coupable de destruction sociale organisée. Rachel n'avait enfreint aucune loi reconnue. Elle n'avait tué personne, volé personne, commis aucune violence physique. La dévastation qu'elle laissait derrière elle résultait des décisions d'hommes de blanc. Lorsque le printemps laissa place à l'été, Rachel prépara la phase finale, celle impliquant James Havil, qui entraînerait des morts et forcerait la justice à affronter enfin ce qu'elle épouétait. Mais cette confrontation viendrait trop tard pour sauver les familles qu'elle avait détruites. La situation de James Havil, à la mi-1848, était désespérée. L'effondrement du partenariat Rutledge, suivi du rejet de Crenshaw, l'avait laissé financièrement exposé. Riverside n'était presque plus opérationnel. Il avait besoin de capitaux urgemment avant que les rumeurs ne deviennent publiques et n'achèvent sa ruine. En juin, Edmund Fairbanks, un négociant en coton de Mobile, manifesta son intérêt pour un partenariat avec des planteurs locaux. Havil y vit un salut. Fairbanks disposait de capitaux et de connexions avec le marché européen. Une association résoudrait sa crise et pourrait restaurer sa réputation. Les négociations avancèrent bien, et début juillet, un accord préliminaire fut conclu. Lors de la visite de Fairbanks, Havil évoqua son besoin d'une intendante compétente. Fairbanks suggéra que son bureau pouvait aider à trouver des domestiques convenables. En discutant, le nom de Crenshaw fut mentionné. « Crenshaw a une domestique inhabituelle, » dit Havil, « une femme nommée Rachel, très instruite et compétente. On dit qu'elle a des capacités presque surnaturelles en gestion et en affaires. » Fairbanks manifesta de l'intérêt, et Havil organisa une visite à Oak Ridge. À leur arrivée, Rachel fut convoquée. Elle répondit aux questions sur le marché du coton avec une compréhension remarquable, démontra sa maîtrise du français et des compétences mathématiques impressionnantes. Ce qui se passa ensuite eut lieu en privé, entre Fairbanks et Rachel, sans témoin. Selon le témoignage ultérieur de Fairbanks, Rachel demanda quelques minutes pour aborder une affaire délicate. Elle révéla des détails sur la situation financière de Havil, bien au-delà de ce qu'il avait confié. L'étendue de ses dettes, la faiblesse de ses garanties et des informations suggérant qu'il avait fraudé ses anciens partenaires. Elle parla comme une avocate présentant un dossier. Fairbanks déclara plus tard qu'elle cita des faits de précis, des dates, des montants. Elle m'a dit que Havil tentait de m'attirer dans un partenariat pour me rendre responsable de ses dettes tout en utilisant mon capital. Elle affirma qu'elle me prévenait parce qu'elle me savait honnête et trompée. Ébranlé, Fairbanks exigea que Havil fournisse des documents réfutant ces affirmations. Havil ne le put pas, car bien que les dires de Rachel fussent exagérés, ils reposaient sur assez de vérité pour ruiner sa réputation. Le partenariat s'effondra aussitôt. La rumeur se répandit vite. James Havil était un homme à éviter. Sa rage, lorsqu'il apprit que Rachel avait saboté sa dernière chance, fut volcanique. Il affronta Crenshaw, exigeant que la femme soit punie. Crenshaw, bien qu'il se méfiât, ne pouvait admettre qu'il était manipulé par sa propre propriété. Il prit donc sa défense. La dispute devint publique. Des paroles irréparables furent échangées. Lorsque les hommes se séparèrent,
toute possibilité de coopération était définitivement perdue. Rachel avait désormais provoqué l'hostilité totale entre trois familles puissantes, mais elle avait aussi attiré sur elle l'attention comme actrice, non plus simple présence. Les soupçons de Margaret Crenshaw étaient désormais partagés. Avill commença à enquêter sur le passé de Rachel, retraçant sa propriété précédente jusqu'à Mobile. Ce qu'il découvrit était troublant. Rachel avait appartenu à un planteur créole français, Louis Delacroix, mais les circonstances de cette possession étaient entourées de rumeurs et de documents judiciaires scellés. Avill apprit que la famille Delacroix avait été détruite par des faillites et des tragédies personnelles entre 1843 et 1846. Avant les Delacroix, Rachel avait appartenu aux Beaumont, une famille de marchands également ruinée. Avant eux encore, les registres indiquaient qu'elle avait été la propriété de la plantation Robichaud en Louisiane du Sud, elle aussi anéantie au début des années 1840. Le schéma était évident. Chaque famille ayant possédé Rachel avait été détruite en 2 ou 3 ans. Avill porta l'affaire au shérif du comté, Thomas Yarbrough, exigeant une enquête. Le shérif écouta, troublé, mais fit face à un dilemme juridique immédiat. « Monsieur Avill, de quoi accusez-vous exactement cette femme? Elle n'a rien volé, n'a empoisonné ni blessé personne. Vous décrivez des échecs commerciaux et des drames familiaux arrivés à ceux qui la possédaient. Ce n'est pas un crime selon la loi. » « Elle orchestre des désastres, » insista Avill. « Elle étudie les familles, identifie leurs faiblesses, puis provoque leur chute par manipulation et renseignement. Même si je pouvais le prouver, ce que je ne peux pas, il n'existe aucune loi rendant cela criminel. Vous me demandez de poursuivre un bien pour être plus intelligent que ses propriétaires blancs. » C'était là le problème fondamental qui entrait toutes les tentatives futures d'aborder les actes de Rachel. La loi reconnaissait les esclaves comme des biens sans volonté propre. Elle pouvait punir les crimes physiques, mais n'avait aucun cadre pour traiter la manipulation psychologique. Frustré, Avill tenta une autre approche. En août 1848, il proposa d'acheter Rachel à Crenshaw pour $2 500, une somme considérable révélant son obsession à la contrôler ou la détruire. Crenshaw refusa. Avill tenta alors de la faire saisir de force, arguant qu'elle constituait une menace pour la sécurité publique. Il présenta une pétition signée par lui et plusieurs planteurs, demandant au tribunal d'ordonner son expulsion du comté de Limestone. Le juge Horace Peyton examina la requête et la rejeta, faute de preuves concrètes. « Messieurs, » déclara le juge, « vous me demandez essentiellement de bannir une esclave parce qu'elle est intelligente et parce que les familles qui la possédaient ont pris de mauvaises décisions. Si l'intelligence des esclaves est un motif d'expulsion, il faudrait bannir la moitié des ouvriers qualifiés de ce comté. » Cet échec judiciaire poussa Avill vers des actions catastrophiques. Si la loi ne pouvait rien contre Rachel, il agirait lui-même. En septembre 1848, il engagea 4 hommes pour se rendre à Oak Ridge et l'enlever afin de la transporter au Texas où son passé serait inconnu. La tentative d'enlèvement eut lieu dans la nuit du 14 septembre. Les 4 hommes approchèrent de la propriété, décidés à la capturer dans les quartiers des domestiques. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Rachel avait prévu exactement une telle tentative. La communauté réduite en esclavage avait été avertie. Lorsque les hommes arrivèrent, ils ne trouvèrent pas une servante sans défense, mais une réponse coordonnée des ouvriers des champs armés d'outils agricoles. L'affrontement fut bref, mais violent. 2 des éventuels kidnappeurs furent mais gravement blessés. Les autres prirent par la fuite. Daniel Crenshaw apparut avec un fusil de chasse et ordonna aux hommes de quitter sa propriété. Par la suite, l'implication de Avill devint connue grâce au témoignage d'un homme blessé qui se confessa dans l'espoir d'obtenir des soins médicaux. Avill fut arrêté et inculpé de tentative de vol de propriété, spécifiquement de tentative d'enlèvement de l'esclave de Crenshaw. L'ironie était cruelle. Avill, qui cherchait à protéger le comté d'une menace qu'il jugeait dangereuse, se retrouva maintenant face à des accusations criminelles. Rachel,
qui avait orchestré tant de chaos, était légalement la victime. Mais Rachel ne se contenta pas de ce résultat. La tentative d'enlèvement lui avait offert l'opportunité qu'elle attendait, car ce que personne ne comprenait encore, c'était que Rachel avait délibérément poussé Avil à tenter l'enlèvement, avait veillé à ce qu'il échoue, le laissant exposer pénalement, et s'était placée de manière à achever la destruction des 3 familles dans une séquence finale commençant en octobre 1848. Le mécanisme impliquait quelque chose qui grandissait en arrière-plan, une véritable affection entre elle et Samuel Crenshaw, le plus jeune fils de Daniel. Samuel avait 19 ans, était idéaliste, et, contrairement à son père ou à ses frères et sœurs, il en était venu à voir Rachel non comme une propriété, mais comme une personne d'une intelligence remarquable, prisonnière d'un système injuste. Pendant des mois, Rachel cultiva cette sympathie, encourageant les doutes naissants de Samuel sur l'esclavage tout en se présentant comme une figure tragique méritant la liberté. Samuel tombait amoureux de Rachel, et elle le savait. Elle avait entretenu son affection avec précaution, sans jamais franchir les limites qui déclencheraient l'intervention de son père, mais en construisant un attachement émotionnel qu'elle pourrait exploiter le moment venu. Ce moment arriva à la fin d'octobre, lorsqu'elle dit à Samuel que les associés d'Avil prévoyaient une nouvelle tentative d'enlèvement, cette fois dans l'intention de la tuer pour empêcher tout témoignage au procès d'Avil. C'était un mensonge. Un tel plan n'existait pas, mais Samuel y crut. Rachel lui dit que la seule façon pour elle d'être en sécurité était d'être libre et loin de l'Alabama. Elle suggéra que si quelqu'un l'aidait à fuir vers un État libre, elle pourrait se construire une nouvelle vie où son intelligence serait valorisée plutôt que redoutée. Samuel, poussé par l'amour et l'idéalisme, accepta d'aider. Il commença à organiser le transport de Rachel vers le nord, via des sympathisants anti-esclavagistes. Il rassembla des provisions, planifia des routes, se prépara à l'accompagner. Il commettait des crimes, vol de la propriété de son père, conspiration pour violer les lois sur les esclaves fugitifs, mais il justifiait tout cela par l'amour et la conviction morale. Rachel laissa ses préparatifs aller exactement jusqu'au point qu'elle souhaitait. Puis, le 3 novembre 1848, elle trahit Samuel complètement. Elle informa Daniel des plans de son fils, se présentant comme une servante loyale qui avait découvert un complot destiné à déshonorer la famille. Elle remit à Daniel des lettres écrites par Samuel, des documents falsifiés, des preuves détaillées de ses prétendus crimes. Sa trahison fut totale et dévastatrice. Daniel confronta Samuel ce soir-là. Le jeune homme avoua tout. Son amour pour Rachel, ses objections morales à l'esclavage, ses plans d'évasion. Il supplia son père de libérer Rachel et de leur permettre de partir ensemble de l'Alabama. La réponse de Daniel fut de faire interner Samuel dans un asile privé près de Tuscaloosa, au prétexte que son fils était devenu mentalement instable. Puis, reconnaissant enfin Rachel comme la menace dont Margaret l'avait averti, Daniel arrangea sa vente immédiate à un négrier qui la transporterait vers les districts cotonniers du Deep South. La vente eut lieu le 8 novembre. Rachel fut enchaînée et placée en tête d'une cohorte de 15 autres personnes transportées vers le Mississippi. En partant d'Oak, elle regarda une dernière fois la famille Crenshaw. Daniel, raide de fureur, Margaret vindicative, mais anéantie par l'internement de son frère. La communauté réduite en esclavage observa en silence. Rachel prononça une phrase avant que le chariot ne l'emporte. « Tout ce que j'ai fait, vous l'avez rendu nécessaire. » Pendant un instant, il sembla que le règne de Rachel était enfin terminé. Ellis était partie. Les familles qu'elle avait ciblées étaient en brisées, mais subsistaient, et le système juridique avait trouvé une solution, éliminer la menace sans affronter les questions inconfortables. Mais ce n'était pas la fin, car Rachel avait laissé derrière elle un dernier mécanisme qui se déclencherait en son absence, provoquant des morts que l'on ne pourrait plus qualifier d'accidents. Des décès qui forceront enfin le système juridique de l'Alabama à reconnaître ce qu'elle y était.
juste au moment où l'on croyait avoir vu toute l'étendue des capacités de Rachel, l'horreur dans le comté de Limestone s'intensifia. Si cette histoire vous glace, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des récits comme celui-ci. Découvrons ensemble la suite. Le premier décès survint le 23 novembre 1848, exactement 15 jours après le départ de Rachel. James Haville fut retrouvé mort dans son étude à Riverside, apparemment victime d'une blessure par balle auto-infligée. Les circonstances suggéraient un suicide. Haville était seul au moment du tir. L'arme était son propre pistolet, et il avait laissé une note exprimant son désespoir face à son procès imminent et à l'effondrement financier. Margaret Haville contesta immédiatement l'explication du suicide. Elle affirmait que James ne se serait jamais ôté la vie. Elle fit remarquer qu'il travaillait sur des stratégies de défense légales et qu'il avait exprimé sa confiance quelques 2 jours auparavant. La trajectoire de la balle, tir à la tempe droite d'un homme gaucher, lui parut suspecte. Plus important encore, plusieurs documents financiers manquaient dans son étude, y compris des papiers susceptibles de prouver ses allégations sur les pratiques commerciales de Crenshaw. Le shérif Yarbrough enquêta, mais ne trouva aucune preuve de l'intervention d'autrui. La maison avait été verrouillée de l'intérieur. Aucune trace d'effraction. Aucun témoin n'avait vu qui que ce soit approcher Riverside cette nuit-là. Yarbrough conclut au suicide et clôtura l'enquête, avouant en privé son soulagement que l'affaire délicate soit résolue, sans procès public embarrassant plusieurs familles. Margaret Haville refusa d'accepter ce verdict. Elle engagea un enquêteur privé de Huntsville, un ancien agent Pinkerton, Abraham Cornwall, et lui demanda d'examiner non seulement la mort de son mari, mais le schéma de catastrophe qui frappait les 3 familles. Cornwall était méthodique. Il interrogea les domestiques de tous les foyers, passa en revue les comptes, retraça l'histoire de Rachel jusqu'en Louisiane et construisit une chronologie montrant clairement sa présence au centre de chaque catastrophe. Le rapport de Cornwall, rendu en décembre, fut accablant dans ses conclusions, mais frustrant du point de vue juridique. La femme appelée Rachel avait systématiquement détruit les familles Robichaud, Beaumont, Delacroix, Rutledge et Crenshaw, par manipulation psychologique, fourniture stratégique de renseignements dommageables et exploitation délibérée de vulnérabilité. Cependant, elle n'avait commis aucun acte que la loi de l'Alabama reconnaissait comme un crime. Elle n'avait fait que donner des conseils acceptés librement par des hommes blancs, agissant de leur propre autorité. Elle avait révélé des informations qui étaient en grande partie vraies, non fabriquées. En bref, elle avait opéré entièrement dans le champ étroit d'agency que la loi permettait aux personnes réduites en esclavage, tout en utilisant cette agency avec une efficacité dévastatrice. Concernant la mort d'Haville, Cornwall aboutit à une conclusion troublante. Je ne peux pas prouver un meurtre, mais les circonstances suggèrent une planification soigneuse par quelqu'un qui connaissait intimement les habitudes d'Haville, la disposition de Riverside et le timing nécessaire pour faire passer un meurtre pour un suicide. Le fait que Rachel ne soit pas physiquement présente est sans importance, si elle a arrangé qu'une autre personne agisse ou si elle a déclenché des pressions psychologiques qui ont conduit Haville à se suicider. Margaret Haville porta le rapport de Cornwall devant le juge Péton, exigeant des poursuites. Le juge reconnut que Rachel représentait une menace unique, mais resta empêtré par les contraintes juridiques. Madame Haville, même en acceptant toutes les conclusions de ce rapport, quelle accusation puis-je porter? Elle était au Mississippi quand votre mari était mort. Il me faudrait des preuves de communication spécifiques planifiant l'acte. La loi n'a pas de catégorie pour ce que cette femme a fait. Pendant que Margaret Haville menait son combat juridique, la famille de Crenshaw sombrait dans la crise. Samuel demeurait interné dans l'asile, où les médecins rapportèrent qu'il était devenu renfermé et muet. Daniel lui rendit visite une fois en décembre et fut troublé de trouver son fils apparemment brisé, assis en silence, ne répondant que par des mots isolés et sans intérêt pour quoi que ce soit.
Margaret Crenshaw, qui dès le départ s'était montrée méfiante, observa la désintégration de sa famille avec une amère satisfaction. Elle s'associa à Margaret Haville pour demander à la législature d'État la création de nouveaux statuts visant les crimes de manipulation psychologique par des personnes réduites en esclavage. La pétition gagna quelques soutiens, mais rencontra une forte opposition chez des planteurs conscients des implications dangereuses. Reconnaître que des personnes réduites en esclavage pouvaient y commettre des crimes par l'intelligence plutôt que par l'action physique revenait à reconnaître leur agency et leur rationalité, qualité que tout le système de l'esclavage s'efforçait de nier. Ce débat était en cours lorsque survint le deuxième décès. Le 17 janvier 1849, Daniel Crenshaw fut retrouvé mort dans la huilerie à Cotton Dockridge. La machinerie s'était apparemment mise en marche alors qu'il s'y trouvait pour en faire l'entretien, le broyant. La mort fut qualifiée d'accidentelle, mais Margaret Crenshaw sut immédiatement qu'il s'agissait d'un meurtre. Son père avait toujours été prudent autour des machines. L'activation du moteur nécessitait une action délibérée. De plus, quelqu'un s'était rendu à Oak Ridge ce jour-là, un ancien manœuvre des champs vendu des mois plus tôt, revenu prétendant apporter un message du négrier qui détenait Rachel. Margaret rapporta ses soupçons à Yarbrough, qui enquêta à contre-cœur. Il ne trouva aucune preuve de sabotage. L'ancien manœuvre disparut aussitôt après avoir livré son message. Le négrier du Mississippi, contacté par télégraphe, nia avoir envoyé un messager et nia toute entente avec Rachel. Yarbrough clôtura l'enquête, visiblement frustré. « Mademoiselle Crenshaw, je crois que votre père a été assassiné et que Rachel a arrangé cela d'une manière ou d'une autre, mais je ne peux le prouver. La loi exige des preuves et tout ce que j'ai, ce sont des soupçons et un schéma qui n'explique rien, juridiquement. » Les deux Margaret joignirent alors leurs forces entièrement. Elles le mirent en commun des ressources et engagèrent de Cornwall pour mener une enquête exhaustive centrée sur une question. Où était Rachel? Que faisait-elle? Et pouvait-elle trouver des preuves la reliant définitivement aux deux meurtres? Cornwall se rendit au Mississippi en février 1849 et localisa la plantation où Rachel était censée avoir été emmenée. Ce qu'il découvrit fut troublant. Rachel n'y était restée que 8 jours avant d'être revendue à un négociant se dirigeant vers l'Arkansas. Cornwall la suivit à travers 3 autres transactions sur une période de 4 mois, arrivant toujours quelques semaines après son départ. Enfin, en mars 1849, Cornwall la retrouva. Elle appartenait désormais à un planteur du Texas oriental nommé Henry Dalton. Cornwall demanda l'autorisation d'interroger la femme réduite en esclavage dans le cadre d'une procédure judiciaire en Alabama. Dalton, intrigué, accepta. L'entretien de Cornwall avec Rachel dura 2 heures et fut l'une des expériences les plus déstabilisantes de sa carrière. Elle répondit à chaque question, écrivit-il. Elle donna des récits détaillés de son séjour chez chaque famille. Elle expliqua ses méthodes avec une précision clinique. Comment elle observait chaque foyer, identifiait les vulnérabilités, fournissait des informations calculées pour créer des conflits et se positionnait pour maximiser le chaos tout en maintenant une dénégation plausible. Elle décrivit ses techniques psychologiques pour manipuler les individus, les réseaux d'intelligence entre esclaves se déplaçant d'une plantation à l'autre et cette stratégie à long terme, destinée à assurer la destruction complète de chaque famille. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle faisait ces choses, elle a répondu « Parce que je le pouvais, parce qu'ils se croyaient supérieurs en tout, mais j'étais plus intelligente que tous, parce qu'ils achetaient et vendaient des êtres humains tout en se considérant civilisés, et je voulais qu'ils comprennent ce que cela fait d'être détruit par quelqu'un qu'ils jugent indigne d'attention, parce que l'esclavage fait de nous des ennemis, et dans cette guerre, j'ai choisi de me battre avec les seules armes à ma disposition. Je lui ai demandé si elle avait organisé les morts. Elle a souri et a dit « Monsieur Cornwall, j'étais à des centaines de kilomètres lorsque ces 2 hommes sont morts. Je n'ai envoyé aucun message, donné aucune instruction, pris aucune mesure pouvant être considérés comme criminels. S'ils sont morts, peut-être fût-ce la conséquence de leurs propres actes.
Ou peut-être que ceux qu'ils avaient réduits en esclavage ont trouvé leur propre raison de chercher justice. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai fait quoi que ce soit, car selon votre loi, je ne peux rien faire. Je suis une propriété. La propriété n'a pas d'agence. La propriété ne peut commettre de crime. Votre système juridique a créé cette situation et maintenant, vous devez en vivre les conséquences. Cornwall demanda à Dalton de placer Rachel sous garde pendant son retour en Alabama. Dalton refusa, soulignant qu'aucune accusation n'avait été déposée et que Rachel était sa propriété légalement achetée. Cornwall rentra en Alabama en avril 1849 avec son rapport, mais sans prisonnière. Il présenta ses conclusions au juge Péton et à un comité législatif spécial. Les législateurs écoutèrent avec une inquiétude croissante. Le comité débattit pendant 3 jours de la réponse à adopter. Certains plaidèrent pour une nouvelle législation créant le crime de manipulation séditieuse. D'autres objectèrent que de telles lois seraient impossibles à appliquer et établiraient des précédents dangereux, reconnaissant une forme d'agence chez les esclaves. Quelques-uns reconnurent l'ironie profonde. Le système juridique avait créé une catégorie d'êtres humains définis comme propriétés, dépourvus de rationalité, et se retrouvait maintenant en crise parce que l'un d'eux avait démontré une rationalité supérieure tout en demeurant légalement impuissant. Le débat n'était pas résolu lorsque survint le 3e décès. Le 2 mai 1849, Samuel Crenshaw fut retrouvé mort dans sa chambre, à l'asile. Il semblait s'être pendu avec des draps. Les médecins rapportèrent donc que son état mental s'était gravement détérioré et que le suicide était une crainte, bien qu'il n'eût pas été jugé imminent. Margaret Crenshaw reçut la nouvelle dans un état de désespoir absolu. Son père était mort, son frère William vivait dans la misère, et maintenant Samuel s'était ôté la vie. La famille Crenshaw, autrefois l'une des plus influentes du nord de l'Alabama, était désormais détruite. Elle savait que Rachel était responsable. Elle ne pouvait pas le prouver, mais elle le savait. Dans sa douleur et sa rage, Margaret prit une décision. Elle irait elle-même au Texas, trouverait Rachel et la tuerait de ses propres mains. C'était une justice vengeresse, mais c'était la seule issue possible. Margaret quitta l'Alabama le 15 mai 1849, emportant un pistolet chargé et une détermination farouche à mettre fin au règne de Rachel, même si cela devait lui coûter la vie ou la liberté. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rachel n'était déjà plus au Texas. Elle avait été vendue 2 semaines plus tôt à un planteur de Louisiane, et ce nouveau propriétaire était lié, par des relations que les familles d'Alabama ne pouvaient de retracer, à la famille créole française de Mobile qui avait possédé Rachel avant qu'elle ne commence sa méthodique destruction des familles de planteurs du Sud. Margaret arriva dans l'est du Texas au début de juin, après un difficile voyage de 3 semaines. Elle se rendit directement à la plantation de Dalton, prête à affronter Rachel. Ce qu'elle trouva bouleversa totalement ses plans. Rachel était partie. Dalton l'informa froidement qu'il avait vendu la femme à un marchand de coton de la Nouvelle-Orléans 3 semaines plus tôt, après avoir découvert qu'elle recueillait systématiquement des informations sur ses affaires. Margaret exigea de savoir où Rachel avait été emmenée. Dalton lui donna un nom, Gomme Marshall, et une adresse à la Nouvelle-Orléans. Margaret partit aussitôt pour la Louisiane. À la Nouvelle-Orléans, elle apprit que Marshall avait acheté Rachel pour le compte d'une cliente, une veuve vivant près du lac Pontchartrain. Le nom de la veuve était Élise Docquois, l'épouse remariée de Louis Desquois, le planteur créole français dont la succession à Mobile avait permis, 2 ans plus tôt, la vente de Rachel à Samuel Rutledge. Margaret sentit la glace envahir ses veines en entendant ce nom. Le cercle était bouclé. Rachel était revenue dans la région où son schéma avait apparemment commencé, acheté par quelqu'un lié à ses premiers propriétaires connus. Elle se rendit au domaine Docquois le 24 juin, arriva sans prévenir et exigea de voir à la fois Élise Docquois et Rachel. La veuve la reçut dans un salon donnant sur le lac et, après discussion, accepta de faire venir Rachel. Lorsque Rachel entra,
Margaret vit quelque chose d'inattendu, une reconnaissance et une tristesse dans les yeux de la femme. Pas de peur, pas de défi, mais quelque chose qui ressemblait presque au regret, teinté de résignation. « Mademoiselle Crenshaw, » dit Rachel doucement, « je savais que quelqu'un viendrait un jour. Je ne savais pas que ce serait vous. » Ce qui suivit fut une conversation de près de 3 heures. Élise resta présente tout du long, et des années plus tard, les deux femmes ne témoigneraient d'as de ce qui s'y était dit. Margaret commença par demander pourquoi. Pourquoi Rachel avait détruit sa famille, orchestré des morts, ruiné des vies. La réponse de Rachel fut complète. Elle parla pendant près d'1 heure sans interruption, retraçant une histoire qui ne commençait pas avec la famille Robichaud, en Louisiane, mais 15 ans plus tôt, en Virginie. Rachel était née libre à Richmond, fille d'un artisan noir libre et d'une femme française. Sa mère lui avait appris à lire, écrire, coudre, jouer de la musique et parler français. Son enfance avait été confortable selon les standards accessibles aux Noirs libres du Sud. À 16 ans, son père mourut dans un accident d'atelier. En quelques mois, les créanciers réclamèrent ses biens et saisirent sa propriété, incluant, par des documents falsifiés, sa femme et sa fille, affirmant qu'elles étaient comme des esclaves qu'il avait illégalement gardées en liberté. La mère de Rachel mourut dans l'année. Rachel se retrouva alors propriété d'une famille de marchands de Richmond, transformée de femme libre et instruite en esclave sans droit, par des mécanismes entièrement légaux selon la loi de Virginie. « Je ne suis pas née esclave, » dit Rachel. « Je n'ai pas été élevée à considérer cela comme naturel. J'ai été éduquée à penser, à questionner, à comprendre que j'étais un être humain, avec des droits et une dignité. Et puis un jour, parce que des hommes de blanc ont décidé qu'ils pouvaient voler ma liberté, je suis devenue une propriété. Comprenez-vous ce que cela fait? Savoir que vous êtes capable de tout ce que vos maîtres sont capables de faire, probablement plus intelligents qu'eux, mais que la société vous réduit à un objet qu'on achète et qu'on vend? Elle décrivit les années qui suivirent le choc de l'asservissement, la rage qu'elle dut dissimuler, la reconnaissance graduelle que la fuite physique était improbable, mais que d'autres formes de résistance étaient vaines et possibles. Elle avait été vendue plusieurs fois en Virginie, puis transportée en Louisiane en 1839. Chaque vente lui apprenait davantage sur les familles de planteurs, leurs faiblesses, et comment leurs vices et leurs peurs pouvaient d'être retournés contre eux. J'ai décidé que si je ne pouvais pas être libre, je les ferais au moins payer. Je leur montrerais que les gens qu'ils considérèrent comme des biens étaient et capables de les détruire complètement. Je leur prouverais que leurs illusions de supériorité étaient mal fausses et que leur pouvoir ne venait pas d'une valeur intrinsèque, mais de structures juridiques incapables de les protéger contre quelqu'un qui les comprenait mieux qu'eux. Elle décrivit ses méthodes. Observer les familles pendant des mois, apprendre leurs secrets, identifier leurs faiblesses, cartographier les relations qui soutenaient leur pouvoir. Elle cultivait des sources d'informations parmi les autres esclaves, construisant des réseaux s'étendant à travers les plantations. Elle se rendait indispensable par sa compétence réelle jusqu'à gagner la confiance de ses maîtres. Puis elle commençait la destruction, parfois en transmettant la vérité à la bonne personne au bon moment, transformant des alliés en ennemis, parfois en poussant des individus fragiles vers des actions autodestructrices. Parfois, il fallait de la patience, planter des graines qui mettraient pas des mois à porter leurs fruits empoisonnés, tout en maintenant une dénégation plausible, de sorte que rien ne puisse être relié à elle d'une manière reconnue comme criminelle. La beauté de tout cela, dit Rachel avec une fierté tranquille, c'est que je n'ai jamais eu à mentir. Tout ce que j'ai dit à chaque famille était vrai. J'ai simplement choisi quelle vérité révéler et quand. Les dettes de jeu de Samuel Rutledge étaient honte réelle. Les trahisons commerciales de James Haville étaient réelles. Les excès financiers de Daniel Crenshaw étaient honte réelle. Je n'ai pas créé leurs faiblesses. Je me suis simplement contenté de les exploiter avec une précision stratégique. Margaret l'interrompit, la voix tremblante. « Et les morts, mon père, James Haville, mon frère Samuel,
Étaient-ce aussi de simples exploitations stratégiques? Rachel resta silencieuse avant de répondre. La mort de votre père n'a pas été mon acte direct, mais ce fut mon dessein. J'ai arrangé pour que certaines informations parviennent à ceux qui avaient leur propre raison de vouloir sa mort, des dettes impayées, des promesses non tenues. J'ai fait en sorte que ces mouvements soient prévisibles et que la maison du moulin à coton soit sans surveillance à un moment précis. Quelqu'un a agi sur cette information. Je ne sais pas qui. Havil, c'était semblable. Je n'ai jamais ordonné à quiconque de le tuer, mais j'ai veillé à ce que son désespoir soit complet. Qu'il ne voyait aucune issue et que certaines personnes savaient qu'il possédait des documents compromettants pour elle. Qu'il se soit tué lui-même ou qu'il ait été tué par un autre, le résultat fut celui que j'avais prévu. Ton frère. La voix de Rachel s'adoucit. Samuel était différent. Je n'ai pas voulu sa mort. Je l'ai brisé émotionnellement pour me protéger de sa tentative stupide de me sauver, mais je ne voulais pas qu'il meure. C'était regrettable. Le mot regrettable mit Margaret en fureur. Elle sortit le pistolet de son sac de voyage, le pointa sur Rachel et ordonna à Élise de quitter la pièce pour que justice soit rendue. Aucune des deux ne bougea. Rachel la fixa calmement. « Vous ne me tirerez pas dessus, Miss Crenshaw, car si vous le faites, vous ne connaîtrez jamais le reste de l'histoire, et vous ne comprendrez jamais pourquoi Madame Delacroix m'a acheté spécifiquement pour entendre ma confession. » Margaret garda le pistolet pointé, mais exigea des explications. Élise les donna. « Mon premier mari, Louis Delacroix, fut détruit par les actions de cette femme entre 1843 et 1846, dit Élise d'une voix calme. Son commerce s'est effondré, sa santé s'est détériorée, et il est mort en se croyant maudit. Lorsque j'ai appris qu'elle était vendue à la Nouvelle-Orléans, j'ai organisé son achat par mon intermédiaire. Je l'ai amenée ici, non pas pour continuer à exploiter son travail, mais pour entendre le récit complet de ses actes. Elle a y passé les 3 dernières semaines à écrire une confession. Pas une confession légale, mais une documentation complète de ses méthodes, de sa philosophie et de ses justifications. Élise alla vers un bureau et en sortit une liasse de papier. Peut-être 80 pages couvertes d'une écriture soignée. Ce document est extraordinaire, Miss Crenshaw. C'est un récit méticuleux de la manière dont une femme réduite en esclavage a détruit méthodiquement 6 familles du Sud sur une décennie. C'est aussi une critique dévastatrice de l'esclavage, écrite par quelqu'un qui a connu à la fois la liberté et la servitude, qui possède une éducation égale à celle de n'importe quel érudit, et qui a utilisé ses dons pour mener la guerre contre le système qui l'a asservi. Margaret baissa légèrement son arme. « Pourquoi vouloir conserver un tel document ? » « Parce que j'avais besoin de comprendre, » répondit Élise. « Mon mari n'était pas cruel, selon les standards de notre société, et pourtant cette femme l'a détruit. J'avais besoin de savoir s'il le méritait, s'il y avait une logique morale dans sa vengeance, ou si elle n'était qu'une destructrice prenant plaisir à faire souffrir. « Et qu'avez-vous conclu ?» demanda Margaret. Élise regarda Rachel. « J'ai conclu que l'esclavage crée des femmes comme Rachel et feint ensuite la surprise quand elles utilisent les seules armes à leur disposition. J'ai conclu qu'un système qui réduit des êtres humains intelligents à l'état de propriété doit s'attendre à ce que ces êtres humains résistent de toutes les manières possibles. J'ai conclu que la destruction de mon mari n'était pas une cruauté aléatoire, mais une guerre calculée, menée par un ennemi qu'il n'a jamais reconnu comme assez humain pour être dangereux. » « Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, » dit Margaret. « Cela ne ramène pas mon père, ni mes frères. »« Non, » admit Élise, « rien ne le peut. Mais peut-être que comprendre peut empêcher que d'autres Rachel ne soient jamais créées. » Rachel parla de nouveau. « Miss Crenshaw, vous êtes venue ici pour me tuer. Je ne vous en empêcherai pas si vous le décidez. Mais je vous demande de réfléchir. Si vous me tuez, vous prouvez que le système fonctionne, que les Blancs peuvent non détruire les Noirs qui les menacent. Si vous me laissez vivre, vous prouvez quelque chose de bien plus troublant, que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un comme moi.
que vos lois sont vulnérables face à une intelligence qu'elle refuse de reconnaître, et que l'esclavage porte en lui les germes de sa propre destruction. Margaret resta debout, le pistolet à la main, face à la femme qui avait détruit sa famille, et comprit qu'elle faisait face à quelque chose de plus grand que la vengeance personnelle. Rachel n'était pas seulement une criminelle, elle était la preuve vivante d'une instabilité fondamentale de tout l'ordre social. Elle avait prouvé que des personnes réduites en esclavage pouvaient être plus intelligentes que leurs maîtres, qu'elles pouvaient manipuler cette supposée race supérieure, qu'elles pouvaient exercer une vengeance qu'aucune loi ne pouvait prévenir. La tuer ne résoudrait rien. Les connaissances qu'elle possédait, les méthodes qu'elle avait développées, la confession qu'elle avait écrite, rien de cela ne mourrait avec elle. Et il y aurait d'autres Rachel, d'autres esprits lucides, poussés à résister par l'insupportable contradiction d'être traités comme des objets tout en possédant la pleine capacité humaine. Margaret baissa complètement le pistolet. « Je ne te tuerai pas, dit-elle, mais je ne te laisserai pas impuni. J'emporterai ta confession devant la législature de l'Alabama et dans les journaux du Sud. Je ferai en sorte que chaque propriétaire d'esclaves en Amérique sache ce que tu as fait et comment tu l'as fait. » Rachel soutint son regard. « C'est ton droit, Miss Crenshaw. Mais réfléchis. Si tu rends mes méthodes publiques, tu rends aussi publique mon humanité, mon intelligence et ma critique morale du système qui m'a asservi. Tu prouves que nous ne sommes ni les enfants innocents, ni les brutes sauvages que votre société prétend. Tu démontres que nous sommes pleinement humains, capables de pensées sophistiquées et d'actions stratégiques. Cette preuve pourrait être plus dangereuse pour l'esclavage que n'importe quelle violence que j'aurais pu commettre. » La confrontation s'arrêta là. Margaret prit possession de la confession de Rachel. Rachel resta au domaine d'Eloqua, son avenir incertain. Margaret rentra en Alabama avec le document et commença à le porter à l'attention des autorités. La législature de l'Alabama adopta de nouvelles lois en 1850 visant à punir les crimes de manipulation psychologique commis par des personnes réduites en esclavage. Mais ces lois étaient vagues, difficiles à appliquer et finalement inefficaces. Elle le reconnaissait le problème que Rachel représentait sans pouvoir le résoudre, car la contradiction fondamentale demeurait. Admettre qu'une personne asservie pouvait commettre des crimes sophistiqués revenait à reconnaître son intelligence et son agentivité, ce qui sapait toute l'idéologie de l'esclavage. Rachel disparut ensuite des archives historiques après 1850. Qu'elle soit restée avec Élise, qu'elle ait été revendue, qu'elle ait fui vers la liberté, ou qu'elle soit morte, nul ne le sait. Elle disparut dans l'anonymat de la population asservie. Son sort exact inconnu, mais son impact durable. Pour les familles, détruites par Rachel, aucune justice légale ne put réparer les dégâts. Samuel Rutledge ne se remit jamais de son effondrement et mourut en 1853. Lydia fut retrouvée en Ohio en 1851, vivant sous un faux nom et refusant de retourner en Alabama. Margaret Haverhill se remaria en 1852 et tenta de reconstruire sa vie loin du comté de Limestone. Margaret Crenshaw, elle, ne se maria jamais. Elle consacra le reste de sa vie à gérer ce qui restait du domaine et à une obsession privée, documenter ce que Rachel avait fait. En 1867, après la guerre et l'abolition de l'esclavage, Margaret écrivit dans son journal « J'ai passé 18 ans à tenter de comprendre cette femme. Je comprends désormais ses méthodes et sa motivation. Ce que je n'arrive pas à concilier, c'est que je me surprends à l'admirer presque, tout en la haïssant pour ce qu'elle a fait à ma famille. Elle fut une ennemie d'une grande intelligence et détermination, et elle a gagné notre guerre complètement. » Margaret mourut en 1871, laissant derrière elle des boîtes de documents relatifs à l'affaire Rachel. Ces papiers furent finalement donnés aux archives de l'État de l'Alabama, où ils restèrent largement inexplorés jusqu'aux années 1960. La confession elle-même fut brièvement accessible aux chercheurs dans les années 1970 avant d'être à nouveau restreinte. Les spécialistes qui purent de la lire la décrivirent comme l'un des témoignages
les plus sophistiqués de résistance d'une personne asservie jamais écrits. Un passage de la confession de Rachel revient souvent dans les travaux historiques, son explication du choix de la manipulation psychologique plutôt que de la violence physique. J'aurais pu tuer des maîtres individuellement, par le poison ou dans leur sommeil. Beaucoup d'esclaves l'ont fait et ont été capturés et exécutés. Mais ces meurtres isolés ne changent rien. Ils sont remplacés par d'autres maîtres, et le système continue. J'ai choisi au contraire de détruire des familles entières, ouvertement, pour démontrer que l'intelligence est une arme plus puissante que la violence, et pour prouver que les personnes que la société blanche considère comme des biens sont capables d'une résistance sophistiquée, à laquelle leurs lois ne peuvent rien. Je voulais qu'ils craignent nos esprits plus que nos mains, car ils peuvent enchaîner les mains, mais ils ne peuvent pas enchaîner la pensée. Ce récit nous montre que l'intelligence et la détermination peuvent être des armes aussi puissantes que n'importe quelle violence. Mais il révèle aussi le terrible coût humain des systèmes qui refusent de reconnaître l'humanité fondamentale des êtres qu'ils oppriment. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les actions de Rachel étaient une résistance justifiée ou une destruction inexcusable? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres chapitres cachés de l'histoire américaine, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui aime les récits qui remettent en question notre vision du passé. À bientôt dans la prochaine vidéo.